signature d'un accord de paix entre Paul Kagame du Rwanda, le président rwandais, la République démocratique du Congo, qui sera représenté par son président, Félix Tshisekedi, prévu pour ce jeudi 4 décembre de l'année en cours. À quoi faudra-t-il s'attendre sur l'autre terrain? Nous parlerons également du dialogue, cette question qui divise la classe politique. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Marley Vouvou. Il est coordonnateur national du mouvement des révolutionnaires congolais, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Un grand plaisir de vous recevoir sur ces plateaux de Face à la presse. Tout le plaisir est mien. Merci bien. Émile Mouyaya, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Christian, c'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Je dis également bonjour à tous nos amis téléspectateurs et bienvenue, nous souhaitons à M. Marley qui est avec nous sur Merci. le plateau. Merci bien. Je venais de vous présenter tout à l'heure, vous êtes coordonnateur national du mouvement des révolutionnaires congolais. De quoi il est concrètement question? Il est question d'abord de la conscience collective. Vous savez, comme vous le savez, les RIS disent la mémoire collective, la conscience collective d'un peuple est l'âme d'une nation. Un peuple sans conscience collective, ce peuple-là est appelé à disparaître. Parce qu'il ne va jamais savoir d'où il vient, pourquoi il est aujourd'hui ici et où il veut aller. La mémoire collective d'un peuple est composée de ses migrants, de fêtes, de joie, de plaisirs. On ne peut pas nous arracher même un petit morceau de notre mémoire collective. Mais aussi, quand j'assiste humblement au déboulonnement de l'État, je vois comment l'État est en train d'être déconstruit. L'État est en train d'être déboulonné devant moi. Par qui? Par les hommes politiques. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus l'État, mais on a des hommes forts. Vous êtes journaliste, vous ne semblez pas ignorer aujourd'hui si quelqu'un détourne 1 million de dollars, 2 millions de dollars de l'État et que vous avez des preuves comme journaliste, et c'est votre travail d'enquêter, vous informez le peuple de ces détournements. Les détourneurs ont le pouvoir de vous faire arrêter. Et à cela aujourd'hui... Parce que l'État, qui a le monopole de la violence, qui est l'organisateur de la société, a été déboulonné. Alors, par les hommes forts. Par les hommes forts. Mais justement, parce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes forts à la place des institutions fortes. Est-ce le cas pour la RDC ou bien c'est un mouvement international? Non, d'abord, moi je ne parle pas des autres. Je ne suis pas ici pour parler du Rwanda, je n'ai rien à gagner là-bas. Je ne suis pas ici pour parler de la France, je ne suis pas français. Comment je peux parler de la France sans arranger notre maison? Je parle de chez moi. Il y a un désordre d'abord ici. Avant de voir ailleurs, je dois commencer chez moi. Et qu'est-ce que vous faites concrètement de votre mouvement? Quel impact jusque-là au sein de la société? La joie, c'est qu'aujourd'hui, il y a un peu de réticence dans les termes, en termes d'engagement, mais il y a un peu de conscience qui commence à prendre place. Suite au travail abattu par vous? Pas par moi. Moi, je ne suis qu'un instrument par tout le monde. Par votre mouvement? Par tout le monde. Donc, tout le monde, vous incluez qui? Moi, je considère que tout Congolais est membre du MRC. Parce que tous, nous avons besoin de la rupture. Est-ce que vous êtes identifiable aux différents mouvements citoyens que nous avons connus dans ce pays? Identifiable, non. Parce que le rôle est différent. Moi, je ne suis pas en train de dénoncer simplement, mais je suis en train de pousser. Nous sommes en train de pousser le gouvernant à prendre ses responsabilités. Mais en même temps, au peuple aussi, de répondre à ses devoirs. Parce que les deux marchent ensemble. Mais l'air est que on nous prend ce que nous avons. Donc c'est une sorte de force de pression. Je ne fais pas pression, mais nous avons besoin d'une rupture. On ne fait pression à personne, mais nous voulons la rupture. Mais cette rupture-là, peut-être, M. Marley, comment ça peut venir? Parce que nous connaissons le mal qui a profond au pays. Ça peut venir pacifiquement. Vous savez, vous ne pouvez pas insulter ni donner des coups de poing à quelqu'un, mais votre attitude le pousse à changer ce comportement. Mais le mal est profond, hein? Mais c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit en demi-mot. Le mal est profond parce que le Léviathan n'est plus là. L'État n'est plus là. Non, mais ne plus reconnaître l'existence de l'État, ça c'est trop fort. Si vous voulez qu'on en parle, on en parle. Vous ne reconnaissez plus l'existence de l'État? L'État n'existe pas, je peux vous le démontrer. Allez-y. L'État a des piliers. Je ne prends pas la définition en droit international, le peuple, la souveraineté, le territoire et le reste.
Mais tous ces éléments internationaux doivent être assis sur des piliers. Par exemple, l'armée. Vous me direz, aujourd'hui, nous avons une armée. Oui, nous avons des hommes en tenue, en uniforme. On n'a pas une armée. Non, s'il vous plaît. Monsieur Marley, parce que vous êtes suivi, S'il vous plaît. Laisse-moi. Ne remettez pas en cause tous les efforts consentis par nos forces armées de l'RDC. Nous avons des hommes en uniforme. Là, ça n'engage que vous. Mais je l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit. Alors, monsieur Marley, parce que vous Je êtes ne vous mets suivi. pas de mots dans la bouche. C'est moi qui l'ai dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laisse-moi. Je vous laisse la parole. Je sais pourquoi vous m'avez coupé, mais vous pouvez me laisser continuer. Sinon, vous allez mettre des coupures dans mes idées. Non, allez-y, allez-y. Et soyez rationnel, hein. Démontrez-le également. Je suis très rationnel. L'armée existe sous le plan visuel. Nous avons des hommes en uniforme. Comment dans un État? Quand je parle de l'armée, je ne dis pas que le FARDC n'existait pas. Mais je parle d'une armée dissuasive, capable de garantir l'intégrité de notre territoire national. Parce qu'en réalité, l'État se défend. L'État ne peut pas plairer. Je vous donne un cas. Voilà là où il y a une armée. La superpuissance qui est les États-Unis s'arrange avec l'Israël pour attaquer l'Iran. Ok? L'Iran n'a pas pleuré. L'Iran s'est défendu. En répondant, vous allez constater qu'il y a eu tout directement. Le monde s'est mobilisé pour obtenir un cessez-le-feu. Pourquoi le monde est-il incapable d'obtenir ce cessez-le-feu pour le Palestine? Alors, d'après vous, la comparaison n'est pas raison, monsieur Marley. Je ne suis pas en train de comparer. Le rôle de l'armée est universellement connu. C'est uniforme à travers le monde. Le problème, c'est la capacité d'équiper et d'organiser. Vous ne me direz pas que l'armée américaine a pour rôle de ne pas sécuriser les territoires américains. Alors, j'étais en train de le dire, parce que ici, vous êtes regardé sur place, mais également, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en train de vous regarder. S'il vous plaît, laissez-moi avancer, je vais vous donner la parole. Parce que, à l'entame, lorsque vous dites déjà que l'État n'existait pas, alors que nous connaissons les éléments qui font constitutif d'un État. Ça, c'est un droit international. Ça, c'est un droit international. Effectivement, mais nous devons partir du concret pour maintenant étayer d'après votre compréhension. Restons en droit international. Est-ce que le Congo vit comme un État souverain? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Déjà, parmi les éléments de la souveraineté, il y a la monnaie. Allez à Nitouri ici, on n'utilise pas le franc congolais. Allez à Nitouri chez moi. Vous êtes à Mahagi, vous prenez une moto, vous payez 3 000 francs, on refuse. Généralement, c'est des cas qu'on observe Mais dans des villes frontalières. Non, dans des villes frontalières, il y a échange commercial. Donc, on peut utiliser telle monnaie et on peut utiliser l'autre monnaie de l'autre côté. Mais je vous dis ici, à Mahagi, un Congolais refuse le franc congolais. Mais là, ça relève de quoi? Du fait que l'État n'existe pas, ou bien c'est la personne elle-même qui n'a pas intégré cette notion patriotique. En droit international, la monnaie fait partie des éléments de puissance d'un État. Voilà la faiblesse. D'où votre rôle de conscientiser ces gens-là. Vous avez voulu qu'on parle du droit international. Alors, dans le cas d'espèce, c'est quoi votre rôle alors? Parce que vous êtes c'est ça réellement. C'est pourquoi je suis dans des conférences, je suis dans des rencontres citoyennes. Je suis dans ça pour éveiller les Congolais, pour dire que nous avons un rôle à jouer. Nous avons une mission, à chaque génération une mission. Alors, nous avons droit à relever le pays, à rallumer cette flamme, comme nous avons aussi droit de rester esclaves. Et vous le faites avec quel moyen? Parce qu'on suppose qu'il y aurait peut-être un sponsor qui serait un homme fort ou une organisation forte. Je mérite qu'on me cite cet homme fort. Non, mais c'est la question qu'on vous adresse. Mais je suis devant vous, qu'on me cite d'abord. Vous me demandez de répondre sur une personne fantôme. C'est qui cet homme fort? Vous le faites seul? Mais j'ai un groupe. Comment vivent et vous vous autofinancez? Comment vivent les associations? Allez-y, vous avez la parole. Des cotisations. Vous en recevez? D'abord, le mouvement des révolutionnaires congolais a plus de 4 000 membres. Imaginez si un membre cotisait $20 le mois. Faudra-t-il qu'il ait un Je prends un exemple. Je ne vais pas dire combien on cotise. Je prends un exemple. Si un seul membre cotisait $20 le mois, vous avez combien? C'est un exemple, ce n'est pas l'effectivité. Mais je prends un exemple parce que je ne peux pas aussi vous dire combien on cotise. Êtes-vous satisfait du travail abattu sur le terrain jusque-là?
Pas parce qu'on n'a pas obtenu cette victoire tant entendue par le peuple, mais nous sommes dans le bon. Être dans le bon, est-ce que vous pouvez donner, être beaucoup plus factuel, donner l'idée concise à ce que nous regarde? Votre mouvement, vous avez commencé quand? Aujourd'hui, l'essentiel ou bien le chemin dans lequel vous êtes en train de partir, qu'est-ce qui fait votre joie aujourd'hui? Vous êtes à quel niveau? Qu'est-ce que vous avez vu de changement? Ma joie, c'est que l'engagement n'est pas totalement là, mais il y a quand même une prise de conscience. Aujourd'hui, les Congolais sont capables de dénoncer. Mais ce qui manque, c'est l'engagement. Comment porter cette conscience dans la rue? Parce que la rue, c'est pour le peuple. La rue, c'est là où le peuple exprime ses mécontentements. Donc vous avez encore du chemin à parcourir? Un grand chemin. Pas du chemin, mais un grand chemin. Et il vous arrive d'être buté à certaines difficultés dans l'exercice de la mission que vous êtes assigné? Bon, moi, je m'en fous des répressions. La répression, ce n'est pas mon lot. Moi, je m'en fous. Non, est-ce que même vous avez été victime ou... Je m'en fous. J'ai 7 fois prison de Makala. Je m'en fous de ça. Je vais vous dire une chose. La mort, c'est un destin. De la même manière, nous sommes nés, nous célébrons nos jours de naissance. De la même manière, il y aura des gens qui vont célébrer nos dates de décès. Mais celle, la dignité, le respect, la liberté, ces 3 choses ne sont pas négociables. Donc la seule difficulté contre laquelle vous avez fait face, c'est le fait que vous soyez arrêté. À part la répression, je ne peux voir pas qu'est-ce qui peut m'empêcher d'exercer cette mission. Je viens à peine de sortir de la demi-abe, 16 jours après. Mais j'ai continué. Faut-il encore savoir si effectivement vous avez fait l'objet d'une interpellation à l'OGT? Bon, moi, en tout cas, j'aime pas parler de moi-même, je m'en fous de tout ça. Moi, le plus important, c'est où va le Congo. Je vous ai dit que le Congo, l'État a été déboulonné. L'État n'existait pas. Aujourd'hui, il n'y a que des hommes forts. Vous allez partout, il y a des hommes forts. Vous êtes souvent interpellé parce que vous êtes en train de faire peur ou bien parce que je peux vous surprendre. 7 fois prison de Makala, mais jamais condamné. Et c'est quoi le secret? La dernière fois, c'était face à Vital Kamere et Molendo Sakumbi. Dossier 100 jours. Vous étiez dedans? J'ai été acquitté. J'étais le premier à dénoncer, à mettre cette affaire sur la place publique. J'ai été acquitté. Pourquoi? Je ne viens pas sur le plateau de télé pour mentir. Non, il y a de quoi reconnaître la bravoure de la justice congolaise. Non. Donc les lignes bougent d'une manière ou d'une autre. Quand j'ai dit j'ai été acquitté, je n'ai pas dit comment est-ce que j'ai été acquitté. J'ai été acquitté parce que cette justice que vous avez tenté de vanter ici avait violé mes droits. Quel droit encore? Et cette justice n'avait plus d'autres fenêtres ou portes pour me coincer. Non, mais ne soyez pas prétentieux de nous faire voir que c'est vous qui avez coincé la justice. Ce n'est pas moi. La justice s'était fait coincer. On m'interpelle, on me jette en prison pour une infraction et il y a pour peine 1 année maximale. Imputation dommageable. Article 74 du Code pénal. Je passe 1 année, 3 mois et 2 semaines en prison sans être jugé. À ce moment-là, la justice allait faire quoi? On comprend que vous êtes plus que déterminé dans la mission que vous êtes assigné. Je venais de l'annoncer, ce jeudi 4 décembre, ce sera un événement historique selon plusieurs Congolais. C'est quoi votre lecture par rapport à cette signature de l'accord de paix entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Washington? Déjà, moi, Félix Tshisekedi me fait vomir par la poitrine. À chaque fois qu'il prend son avion pour parler de la diplomatie, il me fait... C'est une diplomatie agissante. Il faut compléter. Il me fait vomir par la poitrine. Je ne comprends pas quelle sorte de la diplomatie qui fait Félix Tshisekedi. D'abord, on ne peut pas parler de la politique extérieure sans parler de la politique étrangère. Posez la question à ceux qui défendent Tshisekedi, c'est quoi la politique étrangère du Congo? La politique étrangère d'un État, c'est la vision qu'a un État vis-à-vis du monde. C'est comme ça les États, après avoir analysé le monde, définissent sa politique étrangère. Je ne parle pas de la politique extérieure, je parle de la politique étrangère. Après avoir défini sa politique étrangère, c'est pourquoi les États décident de leur bloc, tantôt BRICS, tantôt OTAN. Nous sommes où? Et nous sommes de la gauche ou de la droite? Non, allez-y, c'est dit. Ça s'appelle prostitution diplomatique. Oh, c'est comme ça que vous qualifiez déjà, tous ces voyages? Mais je suis scientifique. J'ai dit,
on ne peut pas parler de la politique extérieure. Je crois qu'il y a des universitaires ici, il y a des gens qui font les relations internationales ici. On ne peut pas, nulle part au monde, on peut parler de la politique extérieure, de la diplomatie pire, sans définir votre politique étrangère. Alors, ne pas définir la politique étrangère, tout ce que vous faites, c'est de la prostitution diplomatique. Alors qu'il y aura conséquence directe, vous allez constater, notre ministre de la Défense, Guy Modavita, signer des accords militaires avec la Russie, mais en même temps, il va signer des accords militaires avec la France. Est-ce que nous sommes du BRICS ou de l'OTAN? C'est de la prostitution, on ne sait pas ce qu'on fait. Cette parenthèse est fermée. La diplomatie utilisée par Tshisekedi, c'est une diplomatie antique. En réalité, Tshisekedi nous a ramenés au Royaume Congo. La diplomatie idéaliste, qui avait montré ses limites à 2 fois. La première fois, avant que Machiavel ne puisse écrire son livre, le célèbre Le Prince. Parce que Machiavel était aussi idéaliste. C'est lui le précurseur. Quand il a échoué comme conseiller en Florence, c'est là qu'il avait compris le fonctionnement des États. Quand vous lisez Le Prince, il parle de la rise, le rapport de Fox, l'hypocrisie. C'est ce qui anime les États et les intérêts. Alors aujourd'hui, soyez... Répondez d'abord à la question. Parce que ne soyez pas trop philosophique sur le plateau. Soyons concrets par rapport... Si je dis je ne suis pas d'accord, les gens vont dire tu es brite. Je vais me faire comprendre. Non, ici vous explicitez, je suis en train d'expliquer la prostitution diplomatique. Ok. Alors cette diplomatie utilisée par Tshisekedi, c'est lorsque vous voyez Tshisekedi dire à Kagame on peut faire une paix de braves. Ça n'existe pas. Même Volodymyr Zelensky, qui est plus frappé par la plus grande puissance qui est la Russie, ne peut pas dire ça. C'est idéaliste. Et la deuxième fois que cette diplomatie avait montré ses limites, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Et vous allez vous rendre compte, en 1917, lorsque les États-Unis avaient intervenu pendant la Première Guerre mondiale, le président américain, le 8 janvier 1918, prenant parole devant le Congrès américain, je parle du président Wilson Woodrow, expliquant les 14 points qui avaient permis à créer la Société des Nations, l'organisation qui a été mise en place avant les Nations Unies. Donc, cette diplomatie avait montré ses limites pour la dernière fois parce que l'objectif assigné à la Société des Nations, c'était d'éviter une seconde guerre mondiale. Il y a eu en 1939 une seconde guerre mondiale. Alors, donc cette diplomatie utilisée par Tshisekedi est archaïque. J'en viens maintenant dans l'accord. Aucun pays peut tenter d'obtenir une paix durable par les accords. Jamais. Je ne peux pas mettre l'entourage du président Tshisekedi, que je respecte beaucoup, à défi. Je mets lui-même à défi. Alors, parlons de ceci parce que vous avez développé justement ce qui a fait en sorte qu'il y ait des débâcles justement en ce qui concerne plusieurs diplomaties, historiquement parlant. Mais ici, nous sommes devant une diplomatie, Christian l'a si bien dit ici, agissante au point que... Agonisante, il faut corriger. Non, allez-y. C'est une diplomatie agonisante. C'est d'après vous. Alors, mais accompagné des discours anesthésiens. Nous arrivons à l'étape de la signature de cet accord parce que vous refusez que on n'est pas allé plus loin. Alors, toutes les démarches, diplomatie non agissante d'après vous, mais au moins nous y sommes arrivés. Comment vous qualifiez d'abord cette étape de la signature et par la suite comment... Si j'avais cet accord en main, j'allais le déchirer. Pourquoi? Parce que cet accord ne va jamais nous amener la paix. Vous êtes pessimiste là. Non, je suis. Apparemment, vous n'aimez pas la paix dans la partie est. Je suis dans la logique internationale. Je suis dans la vie des nations, des États. Les États sont des monstres froids. Les accords sont violés selon les intérêts des États. Vous allez me dire que c'est le premier accord que le Congo va signer pour avoir la paix à l'est de la République. En 2009, on n'avait pas signé un accord. Le 23 mars. Mais ce n'était pas devant les mêmes acteurs et également dans les mêmes situations, messieurs Marley. Quels que soient les acteurs, chaque État, ce qui anime la vie des États au niveau international, c'est les intérêts. Je vous donne un autre cas. Vers les années 60, quand si ma mémoire ne me trahit pas, il y a eu accord au niveau international. Aucun pays de l'OTAN pouvait s'approcher de la Russie via les États qui constituaient l'URSS à l'époque. Comment est-ce que l'Ukraine est déchirée aujourd'hui? Par les intérêts. Quand les États-Unis et l'OTAN ont développé la volonté de contrôler le Moyen et le Proche-Orient, en passant par la mer Noire, ils ont fait quoi?
Ils se sont approchés. Qu'est-ce que vous reprochez? Mais je vous montre que les accords, allez-y. seul moyen pour obtenir la paix, c'est d'établir ces rapports de force. Aussi longtemps, quel que soit que Dieu décide de nous envoyer l'archange Michael pour nous aider à avoir un accord, si c'est entre les États. Mais ici, vous êtes sans savoir que plusieurs membres de l'Union sacrée crient déjà la victoire. Ils ont toujours crié et posent-leur la question, c'est quoi cette victoire? D'ailleurs, plusieurs sont allés accompagner le président de la République. Ils ont toujours voyagé. Ça vous surprend? Ça vous surprend qu'un membre de l'Union sacrée... Pourquoi ne pas accorder du crédit à cette signature? Moi, je ne... Pourquoi vous vous référez aux précédentes signatures qui n'ont pas produit des fruits? Je peux accorder du crédit, mais cela ne me pousserait jamais de perdre ma connaissance. Votre je ne peux pas accepter, je ne peux pas me laisser être manipulé par des discours anesthésiants. Tout ce que Tshisekedi fait, ce sont des discours anesthésiants, permettant au peuple d'endormir. Il sait ce qu'il fait. Déjà, qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas donné à Kagame pendant ces 2 mandats? Qu'est-ce qu'il a donné? Lors de Sakima. L'espace aérien congolais avec le Rwanda Air. C'était gratuitement ou bien en termes de collaboration ou bien coopération entre États? C'est à Tshisekedi de nous dire qu'est-ce que le Congo avait gagné. Mais dès lors que vous ne vous êtes pas imprégné de ces rapprochements-là... Deuxième élément, cet accord est en train d'être signé en violation. La loi portant ratification a été votée par quel Parlement? Mais on vous a dit que les institutions sont en train de collaborer. C'est votre travail de nous informer. Le président ne signe pas les accords. Le président ratifie les accords et traités. Est-ce que cet accord... Il y a une loi au niveau national autorisant Félix Tshisekedi d'aller ratifier. Et pourquoi l'Assemblée n'a-t-elle pas joué son rôle? Est-ce que vous avez une Assemblée nationale? Oh, comment ça? Vous avez quelque chose de semblable à l'Assemblée nationale. Donc Boji dirige quelque chose semblable à l'Assemblée nationale. Je vous demande. Boji lui-même n'est pas là par la volonté des députés. Parce qu'il y a un homme fort qui a décidé. C'est pour ça que je vous parlais de l'inexistence de l'État. La séparation de pouvoir, voulue par Montesquieu et John Locke, détruite par Tshisekedi. C'est ce que vous voyez, mais nous, on a vu Boji être élu au mais niveau de l'Assemblée nationale par les députés nationaux. Parce que les députés n'ont pas voulu jouer leur vrai rôle. En réalité, les députés devaient élire leurs membres de bureau dans toute souveraineté et légitimité. Ça s'est fait. Est-ce que vous avez eu mais lorsque le président décide que c'est beau, il y avait plusieurs candidatures, non? Il y avait Mbosso qui voulait être là, il y avait Mbindoulé. Mais c'est le président qui avait tranché. Jusqu'au point que les candidatures ont été déposées au bureau de l'Union sacrée chez Prof Mbata. Bon, telle n'est pas la thématique du jour. Si une institution publique décide d'aller déposer les candidatures chez un fait privé, vous me parlez de l'État. Parce que l'Union sacrée, c'est un fait privé. Monsieur Marley, l'Union sacrée, c'est un fait privé, mais justement, nous avons vu comment Boji être élu. Mais justement, parce qu'il y a un mot d'ordre, les fameux mots d'ordre qu'on invente partout. C'est ça l'humanité. Alors, messieurs, c'est ça. Est-ce que vous vous êtes déjà imprégné de cet accord, le contenu de l'accord? J'ai lu l'accord cadre de Washington, une bêtise encore. J'ai lu l'accord de principe l'accord cadre de Doha, signé dernièrement, une bêtise encore. J'ai lu l'accord de principe de Doha qui cristallise la balkanisation. J'ai lu l'accord de Washington, le Congo n'a rien gagné. Donc tout est bêtise selon vous? Je vous prends, finalement. La télé c'est le temps, je vous prends un point par... Allez-y. Par accord. Je commence par le dernier, l'accord cadre. Premier élément de fautif, qui rend le Congo fautif, l'accord cadre n'est signé qu'entre les États. L'accord cadre est signé entre les États. Entre un État et un groupe rebelle ou un groupe armé, c'est l'accord de principe qui jette des fondamentaux pour un accord global. Entre les États, c'est l'accord cadre. Mais si nous sommes dans un cas spécifique, justement, entre le rebelle et les représentants du gouvernement. Non. À Doha, c'est l'État congolais face à l'M23 qui est un groupe rebelle. À Washington, nous sommes engagés sur 2 processus. Exact. Oui, Washington, c'est le Rwanda entre pays. Voilà. Moi, je suis encore à Doha. Voilà. Si l'accord cadre était signé à Washington, c'est entre les États, c'est normal.
Mais l'accord cadre de Doha a été signé entre un groupe rebelle et l'État. Quand c'est l'année, c'est déjà signé. Mais prenons tous la page 3 de l'accord. Le point 3 de l'accord. On dit clairement, les partis s'engagent à ne plus héberger, nous soutenir aucun groupe armé. À ce moment-là, je n'ai pas le droit de vous poser des questions. Mais c'est quoi la nature juridique et politique du M23? Mais M23 fait partie des conflits, mais justement, lorsqu'on parle de partis, M23. Quand on dit deux partis, c'est entre des États, parce que nous sommes d'abord dans l'accord cadre. Entre des États, je me pose la question, quand le M23 décide de ne plus soutenir ni héberger des groupes armés, ça dit que le M23 n'est plus un groupe armé. Alors, quels sont ces groupes armés que le M23 ne va plus soutenir ni héberger, et c'est quoi la nature du M23? Ici, alors, qu'est-ce que vous voulez en déduire? Donc déjà, ça donne l'impression que nous avons deux Congos, du Congo oriental et occidental. Non, ce n'est pas le cas. Mais si ce n'est pas le cas, là, vous vous basez sur une probable balkanisation. Non, moi, je suis factuel, je suis dans l'accord. Je vous donne même la page et le point. Que celui-là qui a l'accord même en électronique peut vérifier. Mais ça peut être aussi une mauvaise interprétation de votre part. Mais qu'on nous donne la meilleure. C'est ça la théorie de l'acte contraire. Quand il y a le faux, c'est qu'il y a le vrai quelque part. Qu'on nous donne le vrai. Mais vous savez que le M23 n'est pas un groupe moi, je ne dis pas que le M23 c'est un État. Mais je dis je lis ce qui est écrit. Et vous en avez donné une impression. Mais c'est quoi maintenant? Parce que le M23 lui-même, c'est un groupe armé. Mais on vous dit qu'il ne va plus héberger ni soutenir aucun groupe armé. C'est quoi sa nature maintenant? C'est lui-même un groupe armé. Donc c'est tout ce qui a fauché, d'après vous. Entre-temps, l'État congolais s'acquise au niveau international. Il dit, le parti sur pluriel s'engage. Donc, l'État congolais dit que nous aussi, nous hébergeons des groupes armés et nous soutenons. À ce moment-là, qui agresse qui? Donc vous avez l'impression de ne pas détecter l'agresseur? Non, je suis dans l'accord, ce n'est pas moi. L'agresseur de la RDC. Je suis dans l'accord signé par l'État congolais, par Kinshasa et Goma. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait d'après vous? Non, d'abord, moi je suis très mal à l'aise. Nous avons obtenu quelque chose de très bon. Ça, je suis d'accord avec Tshisekedi et je le resterai toujours. La résolution 2773. Des Nations Unies. Des Nations Unies. Qui reconnaissait clairement l'existence de militaires rwandais, des troupes rwandaises sur le sol du Congo. Et qui imposait au Rwanda le retrait immédiat. Et imposait au M23 AFC le retrait immédiat, le retour dans leur position initiale. Chose qui n'a jamais pris forme sur le terrain. Mais qui a demandé à Tshisekedi de quitter ces cadres pour Washington et Doha? Qui lui avait demandé? Tu obtiens déjà une victoire, demain matin tu te retrouves par souci de voyage. Parce qu'il veut voyager, il oublie qu'il a obtenu quelque chose de bien, il prend l'avion, Washington, Doha. Qui lui avait demandé? Il avait posé la question à qui? Alors revenons à la question principale. Je prends l'accord de principe. Allons-y, voilà. Signé avant l'accord cadre. Quand vous lisez l'accord de principe signé à Doha avant l'accord cadre, vous téléchargez dans vos téléphones l'accord de Nairobi de 2010 sous le Soudan, vous avez le même texte. Or, l'accord de 2010 du Soudan, c'est ce qui avait cristallisé la balkanisation du Soudan. Vous avez le même texte. Donc vous y voyez un danger à la longue. Moi, je l'ai dit, je n'ai même pas ces accords en même pour avoir lu déjà ces accords. Je demande au Congo de lire. Si j'ai tort, qu'ils me disent que j'ai tort. Je vous demande de comparer deux accords. L'accord de principe signé avant l'accord cadre à Doha. Prenez l'accord de 2010 de Nairobi sur le Soudan. Lisez. Êtes-vous en train de faire peur au ventre, donner la peur au ventre aux Congolais et noircir les efforts qui vont aboutir ce jeudi? Ou quel discours vous voulez vraiment donner? Je reviens à Washington. L'accord déjà signé. Vous prenez la deuxième page. Le parti s'engage à ne plus violer la souveraineté de l'autre État. Pour le Rwanda, avant, le Rwanda, on écrit clairement, la RDC est obligée de respecter la souveraineté du Rwanda en neutralisant en même temps les FDLR, les Interamwe, et après cela, le Rwanda va lever ses mesures défensives. Nous avons déjà violé l'intégrité territoriale du Rwanda. Comment est-ce qu'on a pu signer ces documents?
C'est écrit. Et donc, aucune disposition ne respectée. Non, quel est le jour où, même pas sous Tshisekedi, même pas sous Joseph Kabila, sous Mouzé, sous Mobutu, sous Kasavubu, nous avons violé l'intégrité territoriale d'un voisin. C'est ça votre vœu, de voir un jour la RDC adresser aussi ses voisins. D'abord, si vous me posez la question, moi je suis un homme frontal. Moi, à la place de Tshisekedi, j'allais faire la guerre directement au Rwanda. Je suis un pénémolaisement. Mais vous étiez en train Parce de parler en réalité, j'essaie. Négativement. J'ai fait les relations internationales. Hein. Je fais les relations internationales, j'essaie qu'avec les accords, il n'y aura rien, ni aujourd'hui ni demain. C'est le jour où nous allons construire une armée. Moi, président de la République, je ne construirai pas de routes. Je ne donnerai pas de l'emploi aux Congolais. Ça sera quoi donc? Parce que vous donnez des emplois aux gens en insécurité. Vous allez construire des routes qui vont être détruites par des bombes. Ce serait quoi la première mission? L'armée. Aucun pays ne peut se faire respecter s'il ne construit pas son armée. Aucun. Donc, d'abord, Tshisekedi lui-même a détruit l'armée. Comment ça? Attends. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais organisé de défilé militaire. C'est ça ce qui fait détruire le... Savez-vous, ça s'appelle quoi en relations internationales? La dissuasion pacifique. Ça dit, on n'est pas en guerre. Mais quand je sors mon armée, je sors l'arsenal que nous avons. Toi-même, là où tu es, même le Rwanda, les États-Unis... C'est un message qu'on lance. Le Rwanda, là, les États-Unis demandent de nous attaquer. Il dit, il faut réfléchir 1 million de fois. Ce qu'ils ont fait sortir là. Moi, j'ai un petit pays. Je les attaque hasardeusement. S'ils répondent, ça s'appelle dissuasion pacifique. C'est pourquoi quand il y a des dates nationales, des fêtes nationales à travers le monde, vous voyez la Corée du Nord sortir même des missiles balistiques. Sortir des missiles solaires, des panneaux anti-missiles. C'est-à-dire, il vous dit, je sais que vous êtes puissant, vous pouvez m'atteindre. Mais ça... Entre le défilé militaire, on vous entendre parler, et faire le recrutement de près d'une centaine de militaires, de jeunes gens pour renforcer l'armée, quelle est l'action prioritaire? Le problème, ce n'est pas le recrutement, la prise en charge, l'équipement. Parce qu'en réalité, les armées modernes représentent 1% de la population qui sont censées défendre. Donc si nous avons 100 millions d'habitants, on doit avoir une armée à 1 million d'hommes. Mais moi, vous êtes au courant que le budget, l'affectation du budget par rapport à l'armée a été votée. Laisse-moi avancer. Il y a 1 million d'hommes. Et ça, c'est la ressource humaine. Mais le nucléaire, ça veut dire l'armement, la formation et la prise en charge de ces militaires et leurs dépendants. Vous allez, je vous cite un camp, le plus grand camp du Congo, le camp Kokolo. Si je vous dis aujourd'hui, ici au Katanga, je suis ici, que le camp Lufungula, le plus grand camp de la police du Congo, n'a pas de toilettes. Comment vous voulez avoir là? Non, est-ce que vous avez investigué ou c'est dans les buts de ternir l'image? Je suis voisin de ces camps, j'habite la commune de Lingwala. Alors, d'après vous... Non, rien ne vous échappe. Je suis voisin pour faire bref... Donc, à moi, je suis voisin du camp Kokolo et du camp Lufungula. Je suis au milieu. Monsieur Marley, proche de la RTNC. Pour faire bref, d'après vous, tout ce qui va se passer le 4 ici, ça ne vous intéresse pas. Pour vous, c'est non événement. Gardez cet extrait. Même dans 2 ans, vous me donnerez raison. Alors, vous parlez ainsi en tant que scientifique ou vous parlez en tant que Congolais qui est à la recherche de la paix? Je suis à la recherche de la paix. Ce n'est pas parce que j'ai faim que je dois prendre n'importe quoi. Ce n'est pas parce que j'ai faim. Je peux trouver une poubelle et ramasser des ordures, manger. Vous pensez que près de 15 millions de morts aujourd'hui, ceux qui sont en errance à l'Est, voyant ce qui se passe à Washington, il n'y a pas de lueur d'espoir pour eux? Mais on a tenté d'avoir cette paix par les accords, combien de fois? Je vais quelqu'un. Moi aussi, je suis de l'Est. Ça ne fait pas comment est-ce que je suis touché, ma famille est là. Moi, à Kinshasa, je suis seul. Toute la famille de mon père est dispersée dans des provinces ici à l'est de la République. Et vous pensez que... Vous ne connaissez pas la douleur? S'il vous plaît, est-ce que vous pensez que le président de la République a ignoré tous ces aspects auxquels vous faites allusion
qui entourerait la signature de cet accord. S'il n'a pas ignoré, il allait définir une politique publique allant dans ce sens. C'est quoi sa politique publique? Parce qu'en réalité, les politiques publiques sont des politiques qui portent des solutions. Parce qu'en réalité, cette guerre, c'est lui. Oh, comment ça? Non, mais finalement, lui-même auteur et il jouerait au sapeur-pompier? Vous trouvez ça rationnel? Très. Défendez-vous. 2013, je salisse leur mémoire à Mamadou Ndala, général Baouma. Le M23 a été défait. Ici, devant nous tous. Mais la plupart des politiques nous disent que ça n'avait pas été fait. C'était juste des arrangements du pouvoir de passer. J'ai déjà mis tout le monde à défi. C'est tout ce qui défend Tshisekedi. C'est lui un seul qui va sortir l'accord signé en 2013. Je ne ferai plus la politique. Vous ne faites pas la révolution, vous faites la politique. C'est-à-dire, en général, la politique, tout le monde l'a fait. Hein. Que vous soyez actif ou pas, la politique s'occupe de tout le monde. Tout le monde fait la politique. Et vous êtes convaincu que le M23 avait été défait en 2013? J'ai même tu sais, militairement parlant. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Sortir même une seule page d'un accord signé en 2013 entre le Congo et le M23. Où serait cet accord? L'accord, l'unique accord signé jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'accord de 2009. L'accord avec la CNDP. Avec la CNDP, ça c'est un. En 2013, en fait, ces gens de l'IDPS et de l'Union sacrée, s'ils ne mentent pas apparemment, ils ne vont pas vivre. La vérité est de quel côté? La vérité, c'est que tapez dans vos Google cahier des charges de Nairobi. Il y a eu 2 cahiers des charges signés, produits. Les M23 produisent son cahier, le Congo produit son cahier. Mais qui, le médiateur n'avait pas réussi à consuler les 2 cahiers pour sortir un accord. Alors, cet accord est produit à la 10e RI. Cet accord est produit où? Nous allons parler de la deuxième thématique. Je parle de la guerre. Je parle de ce qu'il a posé comme ça. M23 a été défait. Savez-vous que tous les généraux que vous voyez là, diriger l'armée actuelle du M23, ont été arrêtés sous Kabila? Moi, j'étais à Ndolo avec les Biamoun. Moi, j'étais à Ndolo avec les Biamoun. C'est Kabila, pas Kabila comme individu, le régime Kabila qui avait arrêté tous ces gens-là. J'étais à Ndolo, poser la question à ceux qui crient partout aujourd'hui. Comment est-ce que ces gens se sont retrouvés en liberté? Parce que lorsque Kabila a quitté le pouvoir, moi je suis sorti de la prison de Ndolo un jour avant que Tshisekedi prête serment, j'ai laissé ces gens-là là-bas. Mais il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont sortis comment? L'amnistie laissée par Kabila au nom de continuité de l'État. Attends, est-ce que l'amnistie est l'œuvre du président? C'est lui qui a dit ça, jouit du lettrisme politique exagéré. Est-ce que l'amnistie est l'œuvre du président? Mais comment ils se sont retrouvés? Est-ce que l'amnistie d'abord est l'œuvre du président ou l'œuvre du Parlement? Comment ils se sont retrouvés dehors? D'abord, le président n'est pas législateur. Comment est-ce que le président peut produire une loi d'amnistie? Alors, bien compris. Il n'y a pas une ordonnance portant grâce présidentielle. D'ailleurs, lorsque vous êtes condamné à mort, on ne vous octroie pas la grâce présidentielle directement. Donc aujourd'hui... D'abord, on vous octroie la commission des peines. On vous fait quitter, la première ordonnance va vous faire quitter de la peine de mort à la peine maximale qui est de 40 ans. Cela va ouvrir une brèche au président pour vous accorder une grâce présidentielle. Exemple, je vous donne le cas du général Edi Kapen. J'étais avec lui en prison. Avant de sortir, il n'avait pas obtenu, en 2019 aussi, il n'avait pas obtenu directement la grâce présidentielle parce que lui, il était condamné à mort. Alors, faisons simple, faisons bien. Comme c'est Kabila qui avait laissé l'ordonnance et la loi d'amnistie, qu'on nous brandisse ça, il va rester dans son coin. Or, le pays a besoin d'un vrai leadership. Nous sommes en train de chuter. D'un vrai leadership. Au cas où... Un leadership éclairé, visionnaire, pouvant mettre tout le monde d'accord. Et lorsque le peuple parle le même langage, le développement devient... Messieurs, vous, un simple fait. Dites-nous, au cas où le dialogue prenait forme et qu'on vous associait, ce serait quoi votre rapport? Premièrement, m'associer à un dialogue avec un vrai cahier des charges. Avec des thématiques claires. Le problème, c'est quoi? En 2018, nous avons connu un dialogue. Au lieu d'appliquer les résolutions, il y a eu partage du pouvoir. C'est le vrai problème.
C'est ça le vrai problème. Le dialogue en soi n'est pas une mauvaise chose. Les résolutions ont toujours été meilleures. Je peux vous citer des résolutions, tout quand vous... Le problème serait l'applicabilité de toutes si vous lisez les résolutions de consultations organisées en 2013 sous Joseph Kabila, le 600 et quelques résolutions, vous dites que ce pays c'est un don béni. Alors, monsieur, mais qui pour appliquer? Vous parlez d'avoir le même langage, comme nous l'attendons sur ce plateau. Vous parlez même langage avec Martin Fayulu, qui lui a également rejeté d'avance déjà la signature de cet accord de Washington. Vous aussi, vous en avez rejeté. Alors, à l'interne, vous parlez d'un cahier des charges. Ce cahier des charges a été déjà rendu public par la CENCO. Alors, vous avez un autre cahier des charges à donner? Non, moi je ne suis pas en possession jusqu'aujourd'hui de ces cahiers des charges. C'est pourquoi j'ai dit un vrai cahier des charges. Qu'est-ce que vous entendez par un vrai cahier des charges? Un vrai cahier des charges qui va prendre les aspirations de la nation en charge. Ça veut dire on ne veut pas parler politique, on veut parler d'une crise qui touche toutes les couches de la République. Connaissant le Congolais, est-ce que vous pensez qu'ils sont capables d'arriver au niveau que vous voulez évoquer? Le problème ethno-tribal, si tout ça, c'est le plus grand mot qui ronge notre société. Lorsqu'un peuple décide de se regarder à don d'ici, à chat et chien, c'est un danger pour la société. Comment voyez-vous aujourd'hui Nanga, Joseph Kabila, Moïse Katumbi? C'est possible qu'ils soient autour de la table? Pourquoi vous associez Kabila à Corneille Nanga? Non, mais en cas de dialogue. Est-ce que chacun viendra avec ses revendications. Kabila n'a pas les mêmes revendications que donc il a aussi des revendications. Mais c'était citoyen, vous ne en avez pas? Donc tout citoyen est censé avoir ses propres revendications. Mais toutes ces revendications, c'est ça le cahier. C'est pourquoi les évêques ont organisé des rencontres, même citoyennes, pour avoir un vrai cahier des charges qui va prendre en réalité... Merci. Donc Kabila, non, la question, elle est bonne, mais très mal placée. Allez-y, Kabila n'est pas... là. Kabila a des revendications qui vont à la contre des revendications de Corneille Nangaa 23. Parce que quand vous écoutez Kabila, c'est pas... N'êtes-vous pas en train de... Nous sommes en train de citer déjà... Je n'ai pas bien dire, parce que Kabila, dans son discours récemment, il a reconnu que les revendications de M23 sont pareilles, sont légitimes, justement. Si Kabila, donc, ils sont ensemble. Si Kabila il dit que les revendications du M23 sont légitimes, avant que Kabila puisse dire ça, qui avait qualifié le M23 d'une opposition? C'est Kabila ou Tshisekedi. Conférence sur la sécurité et la paix internationale à Berlin. Il dit que c'est une opposition armée. Lisons la loi sur l'opposition. Merci. N'est-ce pas l'opposition porte en elle une partie des aspirations du peuple? En quoi est-ce que Kabila fait? En RDC, on n'a pas l'opposition armée. Merci, c'est pas en RDC, pas de la loi. On rappelle que vous êtes coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais j'ai une conférence ici, on n'en a pas parlé. De quoi il est question? Parce que nous j'ai une conférence, c'est 4, jeudi 4. La salle va être publiée ce soir avec des affiches. Face aux jeunes, le thème est simple, les défis politico-administratifs. Les jeunes les jeunes du Katanga, parce que nous sommes au Katanga, la jeunesse du Katanga face aux défis politico-administratifs de l'air. Merci pour cette précision. Émile Mouyaya, merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à notre invité Marley d'avoir été de nôtre. Tout Kinshasa vous salue. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.